En fait, juste de détresse où il perd les pédales parce qu'il est en train de vivre un drame absolu. C'est une scène où il est juste débordé émotionnellement et où le rationnel ne peut absolument pas du tout connecter à ce moment-là. Ouais. Euh, donc ça me semble réaliste. Bonjour Océane, on t'accueille sur 2PO sur le magazine Science et Fiction et on est censé présenter une tasse et expliquer pourquoi on boit dans cette tasse-là. Qu'est-ce que tu as choisi? Et je vais prendre par défaut celle que j'avais dans mes mains depuis le début. Magie. Je présente cette tasse parce que elle est pratique. Elle m'invite à profiter de ma journée tous les jours dès que je la vois, même quand je suis agacée et que je ne suis pas du tout en train de profiter de ma journée. Qui tu es? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, comme tu l'as dit, je m'appelle Océane, j'ai 30 ans, je viens d'un très beau pays qui s'appelle le Pays Basque, c'est un très bel endroit. J'exerce actuellement en tant que psychologue. J'ai un super chien qui s'appelle Sam Gamiji, qui a 3 ans. C'est un labrador chocolat qui m'accompagne aussi dans toutes mes aventures. Et je suis très fan du Seigneur des Anneaux et du beurre de cacahuète. C'est un très bon mix tous les deux. Maintenant, on aurait besoin d'une anecdote à la con. J'ai droit à 2-3 minutes de réflexion. Ouais, ce sera coupé ou pas. Ok. Et avec un patient, on a monté toute une quête, un peu à l'image de la quête du Seigneur des Anneaux, hein, pour rester toujours là-dessus, et dans laquelle je faisais partie, hein. C'est le patient qui choisit qui est présent, etc. Et donc, on est parti dans une quête pour affronter le boss final, où il y avait notamment Gandalf. Ça m'a plu, moi aussi, de m'imaginer être présente dans une quête pour aller... Il y avait même l'œil de Sauron qui représentait quelqu'un de très malveillant aussi. C'était extraordinaire. Le thème du mois du magazine Science et Fiction, c'est survivre dans un monde post-apocalyptique. Donc à la fois sur un plan personnel, de ce que tu connais et apprécies, et sur un plan professionnel. Qu'est-ce que tu penses de cette thématique? Euh, alors, je pense qu'il y a tellement de choses à aborder sur ces thématiques. Elles sont hyper intéressantes parce que ça nous pousse à imaginer à quoi ressemblerait alors l'humanité, mais sur les comportements humains dans des situations de stress et d'imaginer de quelle façon euh, on fonctionnerait ou dysfonctionnerait pour gérer tout ça à partir des connaissances qu'on a dans des contextes hein, du coup, qui sont assez différents. Sur mon côté un peu plus pessimiste ou réaliste, je ne sais pas, ça peut être aussi un petit avant-goût de ce qui pourrait, pourquoi pas, nous arriver aussi Quand tu vois des films comme ça, qu'est-ce que tu en penses en termes un peu de véracité scientifique sur le plan psychologique? en situation de stress assez fort, notamment de pénurie alimentaire ou d'eau. Finalement, ce qu'on voyait la plupart du temps, c'était des situations de coopération, là où je pense à The Walking Dead, on dirait que tout de suite, il y a il y a des gros systèmes ultra dysfonctionnels qui se mettent en place et très oppressants, très oppresseurs aussi. Et ça, j'ai un petit doute sur enfin, l'importance qu'on accorde là-dessus, même si au niveau fiction, c'est évidemment hyper intéressant à regarder. Souvent, on a des personnages qui sont confrontés à des monstres horrifiques ou à d'autres humains qui vont avoir des comportements horrifiques, etc. Les réactions de ces personnes, vraiment de manière individualisée, est-ce que tu les trouves crédibles en notion de stress, de trauma, Il manque souvent, je pense, dans les fictions, la sidération. Je pense qu'on verrait le plus si on était face à des monstres, etc. Mais je pense qu'au niveau de la fiction, c'est pas très intéressant de voir des personnages figés et sidérés par la peur. C'est plus accrocheur, j'imagine, de les voir plutôt aller se battre ou fuir très très loin, mais plutôt se battre. Ça permet, je trouve, ces œuvres aussi en fait, de rendre un peu plus complexe et ce qu'il peut y avoir derrière des comportements euh, très agressifs et très violents. vu que tu connais très bien Walking Dead et que tu apprécies, il y a une scène qui est très connue. Oui. Ça, qu'est-ce que tu penses de cette scène? Parce que c'est une scène qui n'est pas une scène d'agression, c'est une scène d'expression émotionnelle.
c'est Rick qui vient de perdre alors la femme qu'il a retrouvée, qu'il pensait ne jamais retrouver dans ce monde-là. Le bébé, on ne sera jamais, enfin, dans le film, dans la série, de qui il était exactement. Donc, être dans un comportement, en fait, juste de détresse où il perd les pédales parce qu'il est en train de vivre un drame absolu. C'est une scène où il est juste débordé émotionnellement et où le rationnel ne peut absolument pas du tout connecter à ce moment-là. Ouais. Euh, donc, ça me semble réaliste. Là, pour le coup, Karl incarne très bien ce qu'est la sidération, ce mécanisme qui se met en place face à une situation tellement choquante émotionnellement que euh, le corps ne répond plus, le cerveau comme s'il disjonctait et que on était là sans être là. On peut même sortir de son corps, se voir s'observer et et ne plus être situé, je dirais. Les images montrent que des zones de leur cerveau s'activent pour répondre au stress. Ils peuvent analyser la situation, gérer leurs émotions et se rassurer. En revanche, sur les images des vétérans traumatisés, seule cette zone s'active. C'est elle qui génère les sensations de peur. Les vétérans ressentent une vague d'émotions qu'ils sont incapables de moduler. Impossible de contextualiser la situation et d'agir. Et du coup, à partir du moment où il ne peut pas contrôler ses émotions et y répondre, la structure qui est à l'origine de ces émotions, qui est une sorte d'alarme émotionnelle à l'intérieur du cerveau qui s'appelle l'amygdale cérébrale, continue à hurler en quelque sorte et à monter en puissance, en sécrétant des hormones de stress, adrénaline et cortisol, avec des taux de plus en plus élevés. Or, au-delà d'un certain seuil, ça peut entraîner un risque vital cardiovasculaire, on peut mourir de stress, et neurologique, c'est-à-dire que le cortisol à très haute dose est neurotoxique. Et du coup, c'est le cerveau qui, face à ce risque vital, n'a pas d'autre moyen que de faire disjoncter le système et d'isoler l'amygdale cérébrale. En thérapie, pour les psys qui sont assez formés aux théories de l'attachement, on dit souvent qu'il y a deux systèmes antagonistes, le système de soins, de caregiving, et le système d'attachement qui est en lien avec notre niveau de détresse, le système de détresse. Et quand le système de détresse est activé, il est compliqué d'activer le système de prendre soin de l'autre. Souvent, mes patients, pour leur expliquer ça, je leur dis, bah, si avant de vous recevoir, j'avais quelqu'un qui me pointait une arme sur la tempe, je ne serais pas du tout en capacité de vous écouter pendant la séance parce que je serais débordée émotionnellement ou figée. Et, euh, et cette scène, elle montre ça, parce que Rick vient de perdre sa femme, ce qui est un drame absolu, ce qui l'empêche à ce moment-là de rassurer, protéger peut-être Karl, et même au contraire, presque de l'attaquer un petit peu, même s'il se reprend assez vite, je crois, après, euh, parce qu'à ce moment-là, ça n'est pas possible en fait de faire autrement, je pense, j'imagine, euh, tellement le choc est énorme. Eh bien, merci Océane. J'affiche ici, on va parler de Je suis une légende. Je suis une légende, il y a le livre et les films, les adaptations. Dans les films, on avait plusieurs scènes possibles. Et toi, tu as choisi une scène en particulier qui est celle avec le chien. Ma question, elle est toute simple. Qu'est-ce que tu penses de cette scène à la fois sur le plan d'amatrice de fiction, mais aussi en tant que professionnel psychologue qui s'intéresse à l'approche entre les hommes et les animaux? Il sait qu'à partir de ce moment-là, il sera seul, puisque c'était sa peine depuis le départ aussi, et qu'il va affronter tout ça littéralement, littéralement seul. Et donc, je la trouve belle, cette scène, même si je ne passe pas mon temps à la re-regarder, parce que je la trouve absolument atroce aussi. Cet animal-là peut être un véritable partenaire de vie et un vrai compagnon de route, et pas juste accessoire pour aller attaquer les zombies ou pour aller faire ci, pour aller faire machin, mais vraiment un allié, un pote, un compagnon très important. Et je pense qu'elle a permis à ce personnage de pas flancher euh, dans ce monde aberrant dans lequel il était tombé aussi. Quelque chose qui le maintient dans une réalité qu'il a connue avant tout ça aussi, et qui lui permet de ne pas complètement perdre pied. Mm. On va parler de La planète des singes. Ça va s'afficher ici. Dans La planète des singes, il y a une thématique de fond qui est traitée sous l'angle science et fiction, un rapport entre les hommes et les animaux. Cela, qu'est-ce que tu en penses, toi, dans ton regard à la fois de matrice de fiction et de psychologue, et de connaissance du lien entre l'homme et l'animal? Alors, dans la planète des singes, c'est que pour un peu aller éradiquer les êtres humains, ou en tout cas aller les attaquer,
euh, ils prennent des postures d'humains et des fonctionnements finalement humains. Donc moi, ça me laisse à penser que euh, tout ce qui a trait à la guerre, à l'envahissement, etc., c'est quelque chose qui est propre à l'espèce humaine, mais que pour se défendre, en l'occurrence dans la planète des singes, ils sont obligés de jouer les codes de l'homme pour espérer, je dirais, gagner cette guerre. Et ça peut laisser songeur, du coup. Je ne veux pas croire qu'il n'y ait pas dans l'univers quelque chose de mieux que nos bipèdes humains. Je veux trouver. Question à la con en lien avec Alien. Toi, en tant que personnage central, si tu étais dans Alien, combien de temps tu survis? Qu'est-ce que toi tu aurais fait? Je pense que j'aurais survécu potentiellement 2 secondes et demie. Je veux pas être trop prétentieuse non plus. Et peut-être une, parce que très probablement je me serais juste liquéfiée sur place et que je ne sais pas. En fait, je vais même dire